Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Cap sur la pêche française. Aujourd'hui, je reçois Olivier Lenezet, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes président du comité régional des pêches de Bretagne, mais également président du comité des pêches du Morbihan. Et avec vous, on va parler notamment d'un coquillage dont nous sommes les plus gros consommateurs en France et pratiquement dans le monde d'ailleurs. Ce coquillage, c'est la coquille Saint-Jacques. Et justement, eh bien, je vous propose d'aller chasser la Saint-Jacques du côté de Saint-Brieuc. Le pêcheur est aussi un chasseur. Avant de partir, le capitaine réfléchit longuement aux endroits où il va larguer ses filets en fonction des vents, des marées et de son expérience de la pêche et des jours passés. Grâce au GPS et aux données qu'il a entrées tout au long de l'année précédente, Jean-Jacques repère les zones qui devraient être riches en coquilles. Du coup, ça maintenant, on va tout enregistrer dedans. Bon, il n'y a plus de secret maintenant. Puis c'est une sécurité, parce qu'avant on crochait beaucoup, il y a des bateaux qui chaviraient. Et avec ça, on connaît parfaitement le fond, la nature du fond. Et oui, il y a de la croche, parce que des fois où c'est vraiment dangereux, il y a des triangles rouges ou des ronds rouges interdits de passer. Au fur et à mesure de l'avancée, les vagues se font de plus en plus hautes. La mer est cabossée, comme dit Jean-Jacques. Il y en a qui payent pour aller sur les manèges. Ici, c'est gratuit. Les bateaux sont nombreux à partir de tous les ports des alentours pour pêcher la Saint-Jacques. Alors le risque d'accident demeure très présent. Alors, quand les bateaux passent trop près ou à couper la route à un bateau, les drogues peuvent s'accrocher. Voilà, la pêche, elle est foutue. Le temps de débrouiller les drogues, elles se crochent dedans. Les dragues, ce sont les deux outils de pêche à la coquille Saint-Jacques. Deux grands filets métalliques que le bateau traîne sur quelques milles et qui permettent de capturer les coquilles. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Les matelots attendent le signal du capitaine avant de lancer les opérations. Il y a chacun des matelots qui pousse la drogue parce qu'il faut qu'elle soit que les dents rentrent sur le fond, les dents en bas comme un râteau. Parce que si on les pousse pas, elles vont à l'envers. À l'envers, ça ne fait rien du tout. Pour Jean-Jacques, il faut gérer non seulement le bon déroulé des opérations sur le bateau, mais aussi à l'extérieur. Moi, je largue les freins et puis ça y est, c'est parti. Et là, c'est 3 quarts d'heure de... En fond, la caisse, c'est ça qui est bon. Bon. Ah, moi j'adore. Je préfère être au large. Hein. Bon, on se prépare. 10h30, c'est le coup d'envoi. C'est une course contre la montre pour rentabiliser au maximum les précieuses minutes de pêche autorisées. Et ils ne sont pas trop de 3 à bord pour pousser la drague et la mettre à l'eau. On est obligé de tourner les drogues pour pas que les dents viennent contre la coque, autrement ça escane. Les marins sont concentrés, chaque geste est important. La moindre erreur et la pêche de la journée entière peut être compromise. Les paroles sont rares, les échanges sont limités à l'essentiel. La mécanique est bien rodée. Dès que les coquillages arrivent sur le pont, la drague est immédiatement remise à l'eau et pendant que le filet est tiré par le bateau, les matelots traient déjà les coquilles Saint-Jacques à bord. Les coquillages trop petits sont directement rejetés en mer par cette petite trappe. Les coquilles sélectionnées sont ensuite enfermées dans 2 grands sacs en filet. Alors Olivier Lenezet, j'ai tendance à dire que la pêche à la Saint-Jacques, c'est une pêche avec des professionnels, mais c'est surtout une pêche avec un chronomètre. Parce qu'on a très peu de temps. Une action de pêche, c'est combien de temps? Une action de pêche, ça va entre 10 minutes, un quart d'heure. Ça dépend des zones, mais globalement, c'est vrai que c'est très encadré. C'est une des pêches les plus encadrées au monde? C'est, je pense, la pêche la plus encadrée au monde, au même titre que la légine aussi, qui est du côté des Kerguelen. Mais je crois que c'est la pêche surtout où aujourd'hui les professionnels financent eux-mêmes un autocontrôle de façon à ce que les règles soient respectées de tous. Un autocontrôle volant d'ailleurs. Tout à fait. Il y a à Saint-Brieuc, par exemple, un avion de contrôle qui est financé par les professionnels, mais aussi des moyens nautiques qui permettent justement d'avoir un respect de la ressource, mais aussi des professionnels entre eux. Ça sert à quoi de mettre tant de règles? Ça sert surtout à éviter qu'il y ait des braconniers, parce que
un pêcheur professionnel, il respecte la règle au même titre qu'un pêcheur de loisirs. Et tout le reste, je considère que ce sont des braconniers. Donc pour éviter du braconnage, il est important d'encadrer. Et aujourd'hui, les moyens de l'État ne suffisent plus. Ce qui est d'ailleurs souvent malheureusement dommageable à la profession. Et il est important justement qu'on vienne, et les comités des pêches viennent en soutien justement de cet encadrement. Alors, la Saint-Jacques, elle se pêche ailleurs, chez vos voisins, notamment britanniques, qui n'ont pas forcément les mêmes règles que vous. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied? Non, pas du tout. Il est important aujourd'hui que les règles qui sont instituées aux navires français et dans nos eaux territoriales soient aussi respectées par tous les États membres. Malheureusement, les règles communautaires sont moins restrictives que celles des pêcheurs qui ont été mis en œuvre en France et entre autres en Bretagne ou d'ailleurs dans les autres régions limitrophes. Le vrai souci, c'est qu'il faut qu'on amène ces pays et ces autres États membres à respecter les règles aussi chez les petits copains d'à côté. Et ça doit être difficile, hein, dans les réunions à Bruxelles, dans ce fameux hôtel bruxellois où toutes les délégations françaises se retrouvent, ça doit négocier ferme. Oui, c'est très compliqué, mais c'est avec le temps qu'on arrive à faire évoluer les choses. Et la preuve, les professionnels français l'ont fait. Donc on peut espérer que les autres pêcheurs étrangers des autres États membres de l'Union respectent les nôtres. Alors, pour protéger la ressource, vous avez aussi créé d'autres instruments, notamment, je crois, du côté de Brest, une entreprise assez particulière. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Oui, c'est une écloserie qui a été créée déjà depuis plusieurs dizaines d'années, qui permet justement, avec les coquilles qui sont des coquilles mères, le papa et la maman, clairement sont mis dans des bacs qui permettent de reproduire des coquilles Saint-Jacques, des petites coquilles que l'on ressème après sur les gisements et qui permet justement de donner une durabilité au stock et au gisement, qu'il soit à Saint-Brieuc, qu'il soit d'ailleurs en Normandie ou ailleurs, ou dans le Morbihan ou plus sud. Donc il est important aujourd'hui que les pêcheurs, ce ne sont pas que des pêcheurs, mais aussi je dirais un peu les sentinelles de la ressource et qui permettent de réensemencer la coquille Saint-Jacques. Alors expliquez-moi comment ça se passe concrètement. Concrètement, les coquilles sont dans les closeries, on fait des petits, clairement, c'est des petites coquilles qui grandissent. Qui ont quelle taille à peu près 3 cm. On peut les prendre plus petites et plus grosses. Ça ressemble à un petit coquillage si on les regarde de près. Tout à fait. Et après, on les sème sur les gisements. Bien sûr, à la volée, où aucun professionnel ni qui que ce soit ne savent où on les sème. Ça permet de les faire grossir. Il y a des prédateurs, c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres, comme les étoiles de mer ou la crépidule, qui sont des vrais problèmes pour la ressource. Et donc, on essaye de nettoyer ou de trouver d'autres débouchés pour éviter que ces prédateurs viennent, je dirais, impacter cette ressource. Pourquoi l'étoile de mer est un prédateur? Ça a l'air si sympa, une étoile de mer. Oui, mais elle aime bien manger les coquilles Saint-Jacques au même titre que par exemple la palourde ou les coquillages. Donc il est important que l'exploitation et la ressource en elle-même de différents coquillages soit homogène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si un prédateur prend le dessus sur une autre ressource, la ressource disparaîtra, quand bien même qu'il y a des règles qui soient mises en place. Et cette usine, donc cette écloserie de Brest, elle a été financée comment? Alors, elle a été mise en œuvre par les professionnels de la pêche. Ça a été mis en place par les pêcheurs bretons, comme je vous le disais, il y a une vingtaine d'années. Et ce sont les pêcheurs qui ont mis cet outil, qui est unique au monde. Il n'en existe pas d'autre au monde. Et c'est important de le souligner parce que c'est en étant acteur avec les professionnels que l'on arrive à avoir une ressource durable. Alors, on va parler aussi un peu de la coquille Saint-Jacques, mais vue par les consommateurs. Je disais tout à l'heure qu'on était les plus gros consommateurs au monde. 2,5 kg de coquilles par an et par habitant, sous toutes ses formes. Mais attention, il n'y a pas que des coquilles Saint-Jacques. Il y a d'autres produits qu'on appelle parfois, à tort, coquilles Saint-Jacques. Oui, c'est vrai. Il y a malheureusement la pétoncle qui peut s'appeler la coquille Saint-Jacques. Ils ont la possibilité de le mettre en vente sur les produits dans les étals des grandes et moyennes surfaces. Et malheureusement, ce n'est pas de la coquille. C'est bien de la pétoncle géante, par exemple, que l'on trouve régulièrement. Et j'insiste à ce que les consommateurs regardent et identifient justement le produit. Et pour cela, il y a justement aujourd'hui Pavillon France via cette marque qui permet d'identifier les navires, mais aussi les produits français. Des produits, on le rappelle, Pavillon France, produits pêchés par des marins français sur des bateaux français avec des règles sanitaires et sociales aussi françaises. Et environnementales, c'est important de le souligner, c'est le développement durable. La durabilité, on a l'impression que c'est le credo maintenant de tous les professionnels de la mer.
Oui, ça fait déjà une quinzaine d'années que les professionnels de la pêche, je dirais, travaillent régulièrement avec les scientifiques, mais aussi globalement avec les pouvoirs publics, avec aussi les territoires, car la pêche est une activité économique avec un tissu tout le long du littoral français qui est important, on dirait même vital. Et la mer et la côte française métropolitaine, c'est que 3% de notre métropole, de nos eaux. Et il est important aujourd'hui que l'on mette en avant qu'on est d'abord avant tout, au même titre que l'agriculture et au salon de l'agriculture, une activité aussi pour nourrir les gens. Et alors, en matière d'encadrement, on a vu la Saint-Jacques, bien évidemment, mais il n'y a pas que la Saint-Jacques, il y a la langoustine aussi, qui est alors là un pur produit breton. Et alors, certes, vous êtes président du comité des pêches du Morbihan, mais du côté aussi du Guilvinec dans le Finistère. Il y a des plats de langoustine absolument formidables, mais sous contrôle. Oui, tout à fait. La langoustine aussi est une espèce très encadrée, avec des licences qui sont attribuées aux navires annuellement, avec des règles à respecter qui sont très strictes et qui permettent aujourd'hui d'ailleurs la modification des engins de pêche qui a permis, comme les panneaux à mailles carrées, en gros d'éviter de remonter les juvéniles, sachant que la France et les pêcheurs français ont augmenté la taille de la langoustine à 9 cm alors que les règles européennes sont à 7,5 cm. Et aussi de mettre des panneaux, comme je disais, à mailles carrées, qui permettent de trier sur le fond et pas sur le pont. Olivier, d'un mot, puisque c'est bientôt la fin de cette émission, à tous ceux qui disent que les pêcheurs raclent le fond des océans, vous avez une caméra en face de vous, essayez de les convaincre. Bah écoutez, exercice difficile, vous avez 40 secondes. Tout à fait, non, mais ça va être très, très rapide. Il n'y a pas de mauvais engins, il n'y a que des mauvaises pratiques. Tout engin a un impact sur l'environnement. Il doit être juste, je dirais, homogène avec l'exploitation de la ressource. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller décrier un engin plus qu'un autre. C'est dans les pratiques qu'il faut justement éviter qu'il y en ait des mauvaises. Les professionnels aujourd'hui améliorent et innovent tous les jours sur leurs engins de pêche. Et moi, j'en suis persuadé, même à aujourd'hui, on est quand même passé de 7% des stocks au rendement maximum durable. En clair, vous allez pêcher les intérêts, vous ne touchez pas au capital. Après 60-70% aujourd'hui. Donc moi je leur dis, soutenez la pêche française car elle est durable environnementalement, mais économiquement et socialement. Merci beaucoup Olivier Lenezet. Et puis vous. un conseil, si pour vos prochaines vacances vous partez du côté d'un port de pêche, n'hésitez pas à aller rencontrer les pêcheurs, parler avec eux de leur métier. Ce sont des gens formidables et qui vous raconteront des histoires extraordinaires et qui sont aussi des gens très transparents. Merci, très bonne journée et à demain sur Campagne TV.